Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette séance d'information au sujet de notre programme cours de troisième cycle et le doctorat. Aujourd'hui, la présentation sera animée par Monsieur Paquin, donc qui est professeur et directeur du doctorat de la formation et la recherche, et moi-même, Annabelle Paulet, conseillère aux études, donc en remplacement de ma collègue Karine Prévost-Privat, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. D'y aller plus loin, je vais vous présenter quelques petites règles de fonctionnement pour s'assurer que vous ayez toute l'information. Sachez que la présentation va durer à peu près une trentaine de minutes et qu'il sera suivi de 15 minutes de questions. Pendant la présentation, en tout temps, vous pouvez vous poser vos questions. Donc, vous avez deux façons. Vous pouvez utiliser le clavardage et ma collègue Catherine qui sera là vous répondra donc au fur et à mesure de la présentation. Et vous avez aussi l'option questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions et certaines questions seront gardées à la fin et moi-même ou M. Paquin pourront y répondre de vive voix. Sans plus tarder, excusez-moi, commençons. Monsieur Paquin, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Stéphane Paquin. Je suis professeur titulaire à l'École nationale d'administration publique depuis maintenant 11 ans. Donc, j'ai fait une maîtrise à l'Université de Montréal en sciences politiques et un doctorat en relations internationales à Sciences Po Paris. Je suis directeur des programmes de recherche et du doctorat depuis maintenant 3 ans. Et mes grands thèmes d'expertise sont l'économie politique internationale, la mondialisation, la réforme comparée de l'État dans les pays scandinaves et au Québec. Autrement dit, comment les pays scandinaves et le Québec s'adaptent à la mondialisation. Je m'intéresse aussi aux politiques internationales, surtout du Québec et des États fédérés, aux négociations internationales, notamment les négociations commerciales ou les négociations portant sur la question des changements climatiques. Et finalement, je suis aussi un spécialiste des institutions politiques au Québec et au Canada, surtout la question du fédéralisme. Voilà. Wow, quel beau pédigré. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs choses. Donc, on va vous présenter très brièvement l'ENAP, qu'est-ce que c'est la recherche et nos programmes d'études, tout ce qui est conditions d'admission. On va prendre un certain temps aussi pour vous expliquer qu'est-ce que c'est le projet de recherche et quelles sont les différentes étapes à suivre vraiment pour que votre dossier d'admission soit accepté. Aussi, tout ce qui est régime, durée d'études, les frais de scolarité et puis dernièrement, comment déposer votre candidature et quels sont les documents requis. Donc, au niveau de l'ENAP, sachez que l'ENAP est une petite université, une petite université, mais aussi très grande dans le sens où on est une université qui existe depuis 50 ans. On fait partie du grand réseau des universités du Québec. La particularité de l'ENAP, c'est qu'on offre des programmes uniquement de deuxième et troisième cycle et uniquement en administration publique comme l'ETS ou l'INRS, etc. Il en fait, comme je pourrais vous le dire, selon moi, une de ses forces. Comme je vous disais, donc on est là depuis 50 ans. On offre différents programmes, que ce soit au niveau du microprogramme, programme court, DESS, maîtrise, doctorat. On est très fort dans le domaine de la recherche, donc on va pouvoir vous en donner quelques détails ultérieurement. Par les laboratoires, les groupes d'études, les centres, les chaires. Et sachez aussi qu'on offre des formations créditées, donc non seulement au Québec, mais aussi à l'international. Et on offre aussi des formations non créditées, donc continues au niveau national. Donc, on a au niveau de la direction des services aux organisations qui offre des formations donc non créditées pour des organismes provinciaux et fédéraux. Au niveau de la communauté universitaire, sachez que nous avons on est répartis sur plusieurs campus. Québec est le siège, mais on est aussi présent à Montréal, à Gatineau, à Saguenay. Notre corps professoral, on pourrait dire, on a plus de 160 professeurs et chargés d'enseignement qui sont répartis sur nos différents campus. Et à date, on a plus de 16 000 diplômés. Donc, pour nous, on en est très fiers. Alors, qu'en est-il de la recherche? Monsieur Paquin, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? Oui, écoutez, donc la recherche à l'ENAP, c'est des professeurs et des chercheurs qui sont reconnus dans leur domaine de façon multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'à l'ENAP, même si on est tous des spécialistes de l'administration publique, on regarde l'administration publique à partir d'angles d'analyse différents. Par exemple, nous avons des spécialistes du management public, nous avons des spécialistes de l'économie publique, des politiques publiques,
du droit, des spécialistes aussi des ressources humaines. Et ensuite, pour les objets de recherche, certains professeurs vont être spécialisés sur la gouvernance publique, certains vont être spécialisés sur les finances publiques, sur la comptabilité publique, sur l'environnement, les changements climatiques, le transport, la politique internationale, bref, la psychologie, la santé, l'éducation, bref, tous les domaines qui sont liés à l'intervention d'État dans l'économie. L'ENAP est avant-gardiste parce qu'elle pratique justement cette pluridisciplinarité depuis longtemps. Ça fait partie de notre ADN. Comme le dit Annabelle Paulet, il n'y a qu'un seul département à l'ENAP, donc on est tous appelés à travailler ensemble. On est donc spécialisé sur le secteur de l'administration publique. Et ce qui est très fort à l'ENAP, c'est que les cours que vous allez suivre ou les formations que vous donnez sont réellement des formations de troisième cycle. Alors, contrairement à d'autres universités, on ne mélange pas les étudiants du troisième cycle et du deuxième cycle. C'est vraiment, les étudiants du troisième cycle sont vraiment ensemble. Et l'ENAP offre des cours de méthodologie de pointe, en plus de cours théoriques sur les questions reliées à l'administration publique et aux politiques publiques. Donc, l'ENAP est aussi une université qui est flexible parce qu'on sait que la plupart des étudiants de l'ENAP sont aussi des gens qui travaillent pour la fonction publique. Donc, on est situé sur plusieurs campus. Donc, physiquement, nous avons un campus à Montréal, qui est le plus gros, un campus à Québec, qui est le siège de l'université, et un campus à Gatineau, qui est en quelque sorte la banlieue d'Ottawa, donc de la capitale fédérale. Et nos formations, les cours qui se donnent au niveau du doctorat se donnent à la fois le soir et le jour en alternance, qui permet aux gens qui travaillent de pouvoir avoir la capacité ou la possibilité de suivre des cours plus facilement. Voilà. Merci. Oui, je vous laisse la parole. Donc, dans les expertises de l'ENAP, donc l'ENAP compte plusieurs regroupements de recherche ou centres de recherche ou chaires de recherche qui sont souvent très bien financés. À l'ENAP, le centre qui réunit le plus de professeurs, c'est le Centre de recherche sur la gouvernance, le CERGO, qui existe depuis de nombreuses années, qui s'intéresse à tous les enjeux de gouvernance qu'on peut imaginer dans les administrations publiques. Il y a aussi le CREVAGE, qui est la chaire de recherche du Canada en évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables, qui était très impliqué sur les politiques sociales visant les jeunes et les minorités ou les populations plus vulnérables. Il y a aussi le consortium international KEOPS, qui est un centre de recherche sur la gouvernance des grands projets d'infrastructure, notamment qui touchent les questions d'éthique et les contrats publics. Est-ce que vous pouvez changer de page? Ensuite, il y a le Cité Idée Living Lab qui s'intéresse à la gouvernance et la résilience urbaine, notamment dans un contexte où il y aurait une catastrophe, par exemple, comment on gère les villes après un ouragan ou même une pandémie. Il y a le regroupement Regard, qui est une équipe de recherche, la gouvernance et l'articulation des réseaux de solidarité. Il y a le CRERI, qui est la chaire de recherche en exploitation des ressources informationnelles. Donc, c'est un regroupement de chercheurs qui s'intéresse à l'utilisation des nouvelles technologies par les administrations publiques. Nous avons le groupe d'études et de recherche sur l'international et le Québec, qui s'intéresse aux effets, par exemple, de la mondialisation sur les politiques publiques au Québec, mais aussi de façon comparée. Il y a aussi la chaire La Capitale, qui est une chaire de recherche en leadership dans le secteur public, qui est basée à Québec, qui s'intéresse à la formation des prochains leaders dans le domaine des administrations publiques. Voilà. Donc, la recherche à l'ENAP, c'est une recherche qui est à dimension humaine. Comme je vous disais tout à l'heure, l'ENAP est une des plus petites institutions du Québec, mais certainement une grande école parce qu'elle permet de recevoir des petits groupes d'étudiants. Les tailles normales d'un séminaire de doctorat, c'est 8 personnes qui sont seulement avec des étudiants qui étudient au doctorat en recherche universitaire. Ce sont des groupes donc restreints. Le suivi est plus facilement personnalisé à l'ENAP aussi parce que la communauté ou le lien entre les professeurs et les étudiants devient extrêmement facile parce que la communauté est relativement petite. L'ENAP, c'est aussi des bourses institutionnelles importantes, parmi les plus généreuses au Québec et au Canada. Donc, pour un étudiant qui, par exemple, s'inscrit à temps plein à l'ENAP, au doctorat, vous allez recevoir, c'est pas vous pouvez, vous allez recevoir, c'est même garanti, 40 000 pendant les 8 premiers trimestres où vous serez inscrit, lorsque vous étudiez à temps complet. Ensuite, vous allez avoir de l'aide
pour vous aider à rédiger d'autres demandes de subvention, mais vous avez accès aussi à d'autres bourses de l'ENAP, les bourses de cheminement, par exemple, qui, si vous poursuivez votre rythme universitaire dans les temps souhaités, vous allez pouvoir obtenir une bourse. Vous allez avoir des bourses de rédaction qui sont disponibles quand vous êtes rendu à la fin de votre processus doctoral puis vous devez écrire votre thèse. On peut vous aider financièrement pour vous permettre de vous concentrer sur la rédaction de la thèse. Vous allez aussi avoir accès à des soutiens financiers pour aller, par exemple, à un colloque à l'international. Vous trouvez un colloque à l'international qui est dans votre domaine d'expertise, vous voulez aller rencontrer les experts de votre champ, l'ENAP va être là pour vous aider à financer votre voyage. Et à l'ENAP, il y a beaucoup d'autres possibilités de soutien financier. Comme je vous disais un peu plus tôt, il y a beaucoup de chaires et de regroupements de recherche. Et ces chaires et regroupements de recherche font des demandes de subventions qui vont leur permettre de donner des contrats de recherche à des étudiants. Donc, la majorité des étudiants de l'ENAP au doctorat vont avoir des contrats de recherche pendant leur scolarité. L'ENAP réserve aussi une partie des charges de cours pour les étudiants au doctorat pour leur donner leur première expérience en enseignement. Donc, lorsqu'on regarde les aides pour faire les demandes de subventions, les bourses institutionnelles, les contrats de recherche, plus l'octroi de charges de cours, pour un programme doctoral, on peut penser qu'un étudiant va aller chercher entre 60 et 100 000 de soutien de différentes sortes de la part de l'ENAP. Merci pour les précisions. Je voudrais juste faire au niveau des précisions par rapport aux bourses, vu que je suis plus dans ce domaine-là. Il faut savoir oui, qu'au niveau des bourses, il faut que vous soyez, par exemple, la bourse d'admission à temps plein. Il faut que vous soyez à temps plein, puis il y a aussi une certaine moyenne que vous devez garder tout le long de votre chemin pour pouvoir continuer à recevoir cette bourse. Mais vous en saurez plus quand vous déposerez votre demande, ou sinon, vous pouvez aussi le voir directement sur notre site Internet. Donc, au niveau des programmes de recherche, sachez qu'il y en a deux. Au niveau du troisième cycle, vous avez le programme court dans un premier temps, puis vous avez aussi le doctorat. Donc, sachez que le programme court, ça peut être une porte d'entrée vers le doctorat. Donc, tous les cours obligatoires et les cours optionnels que vous pouvez voir se retrouvent dans le doctorat. Donc, si vous posez des questions, vous n'êtes pas sûr sur votre projet de recherche, etc., c'est aussi une bonne façon de commencer avant de basculer dans le doctorat. Je ne sais pas, M. Paquin, est-ce que vous auriez dire davantage de choses? Oui, bien, si effectivement vous êtes intéressé par les études supérieures, mais que vous n'avez pas encore un projet de recherche très clair ou que vous souhaitez voir si c'est fait pour vous, une des façons de vous intégrer au programme doctoral, c'est de vous inscrire au programme court. Alors, les cours que vous allez suivre vous seront reconnus dans le programme de doctoral régulier. Et ça vous permet de voir si vous êtes à votre place et si vous êtes à l'aise dans un programme doctoral. Donc, c'est une bonne première marche pour s'inscrire au doctorat. Puis, il y a des passerelles qui vous permettent ensuite de faire une demande pour être admis officiellement au doctorat régulier de l'ENAP. Oui, puis j'insisterai aussi sur le point au niveau dans le cadre de votre doctorat, vous avez besoin d'un professeur qui va vous encadrer. Donc, ça vous permet aussi d'être déjà en contact direct avec certains professeurs dans le cadre de vos cours et donc de voir un peu quels sont leurs projets de recherche, la méthodologie qu'ils utilisent. Donc, ça vous permet aussi donc de peaufiner, on va dire, votre projet, puis aussi de trouver donc votre directeur d'encadrement. Donc, au niveau du doctorat, c'est un peu la suite du programme court en troisième cycle. Donc, vous pouvez voir que vous avez exactement les mêmes cours obligatoires qui se retrouvent. Vous avez un cours optionnel, vous avez l'examen, vous avez un examen doctoral de 2 crédits et vous avez donc l'activité de recherche obligatoire qui est de 67 crédits. Donc, M. Paquin, est-ce que vous auriez précisé certaines choses? Oui, écoutez, les approches méthodologiques, dans le fond, ce que ça signifie, c'est que vous avez 3 cours de méthodologie à faire. Vous avez un cours de méthodologie qualitative, un cours de devis de recherche. Dans le cours de devis de recherche, vous allez apprendre notamment à faire des demandes de subvention ou à proposer des recherches à des organismes subventionnaires. C'est même très utile dans le milieu du travail quand vous voulez développer des projets, vous avez besoin de demander un budget pour ça. Et il y a un cours de méthode quantitative qui est obligatoire et qui est adapté à ceux qui n'ont jamais fait de cours de méthode quantitative. Donc, c'est pour rehausser le niveau et vous permettre de l'utiliser dans vos travaux de recherche. Pour ce qui est des approches théoriques, il y a 3 grands cours de théorie. Le premier cours, c'est un cours de théorie des politiques publiques. Le second cours, c'est un cours de théorie du management public et finalement un cours de théorie des organisations.
Donc, c'est les 3 cours qui forment le socle théorique à partir duquel vous allez faire l'ENAP. Un cours optionnel de 3 crédits, donc c'est un cours qui peut être pris à l'ENAP ou dans une autre institution qui peut vous être reconnue donc de l'étranger, ou qui peut être aussi des lectures dirigées. Donc, si par exemple vous vous intéressez à l'économie publique et vous voulez vous spécialiser en économie publique, vous pouvez prendre un cours optionnel de lecture dirigée avec un professeur spécialisé dans le domaine qui va vous aider à à développer vos compétences dans ce domaine-là. Ensuite, vous avez un examen des connaissances. Alors, les étudiants appellent ça aussi l'examen de synthèse, qui vise à faire la synthèse de la littérature dans les blocs de cours obligatoires de 18 crédits. Et ça, normalement, ça débouche sur une proposition de thèse et une thèse. Donc, vous pouvez faire par la suite. Et autre particularité de l'ENAP, on a un cours de 1 crédit qui s'appelle Activité d'échange et de réalisation scientifique. Cette activité d'un crédit, c'est dans le fond la rédaction d'une communication pour un colloque ou pour une revue scientifique. Ça vise à vous préparer au milieu de la recherche universitaire. Voilà. Merci. Alors, qu'en est-il des conditions d'admission? Donc, pour pouvoir vous inscrire au programme court ou à la maîtrise, sachez que vous avez besoin d'avoir une maîtrise ou l'équivalent dans le domaine de l'administration ou à public ou connexe avec une moyenne minimale de 3,5. Sachez que pas seulement votre dossier universitaire va être pris en considération, c'est vraiment aussi tout l'ensemble. Ça peut être par exemple des publications que vous auriez peut-être pu faire dans le cadre de votre maîtrise ou votre baccalauréat, etc. Sachez que tous les cours sont enseignés en français, donc vous avez besoin d'avoir un très bon niveau de français et je vous dirais d'avoir une bonne compréhension de la langue anglaise, car certains ouvrages que les professeurs peuvent vous recommander sont en anglais. Donc, on ne vous demande pas de parler, mais vraiment de le comprendre. Sachez que la sélection de votre dossier va se baser sur différents critères. Donc, c'est donc le dossier académique, donc votre maîtrise, les notes, etc. Tout ce qui est antécédents scolaires et professionnels, la capacité d'encadrement. Donc, si vous avez déjà un professeur de l'ENAP qui a accepté de vous encadrer, votre motivation, donc dans la lettre de motivation, les rapports d'évaluateurs externes et aussi, et je vous dirais le plus gros, c'est vraiment la pertinence du sujet ou du projet de recherche. Dans certains cas, donc le comité d'admission peut vous inviter à faire certains cours d'appoint, donc 3 maximum, peut-être en méthodologie ou en statistique, pour s'assurer que vous ayez vraiment toutes les bases nécessaires pour bien commencer votre doctorat et le réussir. Donc, je dirais, on va insister sur certains points, dont le projet de recherche qui est vraiment très, très important quand vous allez déposer votre candidature. Donc, sachez qu'il y a 2 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est que vous avez déjà un projet de recherche, donc qui est bien établi. Donc, la première chose à faire, ça sera vraiment de consulter la liste des professeurs de l'ENAP dans leur domaine d'expertise et de les contacter pour savoir s'ils sont capables de vous encadrer. Donc, comment les contacter? Vous pourrez cliquer sur le lien qui vous sera la présentation vous sera partagée. Donc, vous pourrez voir donc la liste des professeurs à l'ENAP et leur expertise et le coordonnées. Donc, c'est très important quand vous les contactez de leur présenter donc votre avant-projet de recherche et votre lettre d'intention pour qu'ils aient vraiment tous les détails pour savoir est-ce que votre projet est prometteur. Le deuxième scénario, c'est que vous savez pas encore, vous n'avez pas vraiment votre projet de recherche, mais le doctorat vous intéresse énormément. Donc, sachez qu'à l'ENAP, il y a des projets de recherche qui existent et les professeurs de l'ENAP sont à la recherche de candidats qui pourraient les aider dans le projet de recherche. Donc, voici une liste un peu des projets actuels où les professeurs de l'ENAP sont à la recherche de candidats comme vous. Voilà. Monsieur Paquin, est-ce que vous pourriez en dire un peu davantage, là, un peu sur ces différents projets? Il y en a certains sur lesquels vous travaillez. Oui. Alors, je vais juste revenir un petit peu en arrière, puis après, je vais vous parler des projets. Il est important de faire un projet de recherche parce que pour le comité de sélection, c'est ce qui nous permet de voir si vous avez une aptitude à la recherche. Donc, quand vous rédigez un projet de recherche, il est fortement suggéré de le faire avec l'appui d'un professeur de l'ENAP qui va vous aider, par exemple, à faire votre revue de la littérature, à bien poser la question de recherche, à identifier une méthodologie. Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez d'être écarté, même si vous avez la moyenne nécessaire.
Autrement dit, l'acceptation des NAP ne se base pas uniquement sur vos notes et sur vos lettres de recommandation, mais beaucoup aussi sur votre projet et sur la capacité des NAP de trouver quelqu'un pour vous encadrer. Donc, si vous travaillez sur un sujet spécifique et où il n'y a aucun professeur de l'ENAP qui travaille sur un domaine, sur ce sujet, si vous travaillez sur les satellites de télécommunication dans l'espace, bon, il n'y a pas de spécialiste à l'ENAP. Même si vous avez une moyenne de A+, ou de 4, on va vous refuser juste parce qu'on n'a pas la capacité d'encadrement. Donc, il faut regarder les projets des professeurs, les contacter. Rassurez-vous, ils sont habitués, ils vont réagir à vos demandes et chercher à trouver des projets où le professeur va avoir un intérêt personnel à vous encadrer parce que ça va vous aider après pour votre intégration, pour avoir des bourses aussi. Donc, voilà, là, on peut passer aux différents sujets. Vous pouvez changer la page. Donc, parmi les sujets qui sont actuellement en recherche, c'est-à-dire que les professeurs ont déjà des subventions de recherche dans ces domaines-là. Il y a par exemple des analyses coûts-bénéfices des programmes dans les services sociaux reliés à la jeunesse. C'est la chaire du Crévage de Martin Goyette qui est dans ce domaine. La gouvernance numérique des services sociaux à la jeunesse. Donc, tout l'enjeu de la gouvernance numérique est un enjeu prioritaire pour le gouvernement du Québec. Il y a beaucoup de financement qui est lié à ça. La question de la surveillance policière par caméra corporelle, donc liée à la chaire d'Étienne Charbonneau. La surveillance policière, vous l'avez vu avec l'affaire Floyd aux États-Unis, c'est les policiers qui doivent se promener avec des caméras pour qu'on puisse suivre leurs interventions. Alors, comment est-ce qu'on utilise cette technologie? Quel est l'impact sur l'intervention policière? Comment on doit stocker l'information? Bref, c'est tout lié à cette problématique qui est extrêmement importante. Toutes les questions de la jeunesse et de la DPJ est encore une fois liées à la chaire de Martin Goyette. C'est un enjeu important, les enjeux de santé mentale. Sur le numérique encore, la question du numérique et des villes, comment on utilise les nouvelles technologies d'information pour transformer la gouvernance d'une municipalité. Il y a la question du capital social et de la résilience urbaine, comment on utilise le capital social pour renforcer les mécanismes de gouvernance et d'institutionnalisation, notamment des municipalités. Ça, c'est les projets de Living Lab de Marie-Christine Terrien. Il y a la question de santé liée à la gouvernance collaborative des réseaux de cancérologie au Québec, qui est un projet qui est financier. Bref, il y a aussi, là, je vois le transport en commun. Bref, il y a énormément de projets qui sont possibles. Je vous suggère de regarder sur les pages des professeurs, regarder la page aussi des annonces que fait l'ENAP. Vous allez pouvoir voir quels sont les sujets qui intéressent les professeurs. Et je vous suggère de les contacter pour voir si vous pouvez vous insérer dans un projet de recherche. Il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites qui démontrent que les étudiants qui réussissent au doctorat sont souvent le mieux au doctorat, sont souvent ceux qui sont le plus intégrés dans des projets de recherche de leur directeur de thèse. Donc, si vous voulez vous inscrire dans un projet, il est préférable de le faire dans le cadre des travaux de son directeur de thèse. Voilà. Parfait. Alors, pour vous expliquer ce que doit contenir un projet de recherche, comme je venais de vous dire, c'est très important. Il y a quatre caractéristiques qu'on doit trouver dans un projet de recherche. Le premier, c'est une problématique de la recherche. Une problématique, on dit que c'est un problème en action. Vous devez trouver donc un sujet. Pourquoi est-ce que ce sujet-là mérite notre attention? Pourquoi est-ce qu'on doit passer 5 ans de notre vie à l'étudier? Vous devez aussi nous expliquer qu'est-ce que la littérature pertinente sur le sujet a dit sur cette question-là. Par exemple, si vous vous intéressez, pour prendre un exemple de tout à l'heure, des caméras corporelles des policiers, qu'est-ce que les auteurs spécialisés de ce sujet-là en ont dit? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que ça rend plus dangereux le travail des policiers? Est-ce que ça permet de rassurer la population? Donc, vous devez faire une typologie des différentes problématiques dans la littérature pour nous expliquer quel est l'état de la connaissance. Ensuite, vous devez poser une question de recherche en lien avec la problématique. Donc, d'après vous, quels sont les angles, les aspects, les points morts qui sont les vides, les manques dans la littérature qui nécessitent un éclairage additionnel? Puis là, vous posez une question sur cet éclairage. Après, vous nous expliquez la méthodologie que vous envisagez. Donc, on comprend que votre projet est préliminaire. On comprend aussi que le projet que vous nous présentez n'est pas un projet
final. Vous allez pouvoir le développer pendant vos études doctorales, mais on veut quand même savoir, est-ce que vous voulez faire une méthodologie quantitative, une méthodologie qualitative, une méthode mixte? Est-ce que vous voulez faire des entrevues? Est-ce que vous voulez faire un sondage? Comment est-ce que vous allez valider votre question de recherche? Comment est-ce que vous allez réussir à répondre à votre question de recherche? Donc, on veut un peu d'informations sur votre méthodologie, puis finalement, on veut une bibliographie en annexe. L'ensemble de ces événements, l'ensemble de ces éléments plutôt, va nous permettre de comprendre si, vous avez une bonne connaissance de la recherche dans le milieu universitaire, si vous avez trouvé un bon sujet de recherche, parce que parfois, certains étudiants vont présenter des sujets de recherche qui ont déjà été faits des centaines de fois et ça ne sert plus à rien de les refaire. Et si vous avez une bonne connaissance à la fois des questions théoriques et des questions méthodologiques. OK. Dans les deux cas, peu importe le cheminement que vous faites, là, on l'a vu plus haut, le fait d'avoir un professeur pour vous encadrer constitue un atout majeur dans votre demande d'admission. Pour le dire simplement, à l'ENAP, nous n'acceptons pas d'étudiants dont on pense qu'on ne pourra pas trouver de personnes pour les superviser rapidement. Alors, c'est préférable que vous ayez l'autorisation d'un professeur avant qu'il puisse, avant de faire votre demande d'admission, et dans ce cas-là, le professeur va l'indiquer dans votre demande d'admission, puis vous allez avoir quelqu'un pour vous superviser. Sinon, nous-mêmes, avant de vous accepter, on va vous trouver un directeur. La raison est assez simple, c'est que dans le passé, avant qu'on ait cette exigence, certains étudiants rentraient au doctorat à l'ENAP sur des sujets qui étaient très intéressants, mais pour lesquels on n'avait pas d'expertise. Et les étudiants se retrouvaient très frustrés après 2 ou 3 ans à devoir trouver un co-directeur dans une autre université. Bref, la situation était complexe. Et donc, maintenant, on insiste pour que l'étudiant se trouve un directeur. Donc, pour solliciter les professeurs d'université, vous lui faites parvenir votre projet de recherche, votre lettre d'intention, vous lui écrivez en disant que vous aimeriez travailler sur des projets de recherche que vous allez mentionner. Puis après ça, lui, il va discuter avec vous sur voir si c'est un bon sujet, si on ne devait pas le changer un petit peu, il va peut-être vous faire des propositions pour vous faire une offre de contrat de recherche. Certains professeurs vont vous donner une bourse d'entrée pour venir à l'ENAP si vous travaillez sur des objets proches des siens. Et donc, le professeur qui est sollicité va pouvoir vraiment vous aider dans le processus. Dans tous les cas, c'est important de s'y prendre bien à l'avance parce que les professeurs sont généralement bien occupés et ils ne peuvent pas réagir en 48 heures à votre projet de recherche. Donc, c'est un processus qui peut prendre jusqu'à 1 mois et demi. Donc, n'hésitez pas à vous prendre bien à l'avance pour leur soumettre votre projet de recherche. Donc, qu'en est-il des régimes et des durées des études? Donc, sachez qu'il est possible d'étudier à temps plein comme à temps partiel, que ce soit au niveau du programme court ou du doctorat. Sachez qu'au niveau de la facturation, donc ça sera différent. Donc, si vous êtes considéré comme temps plein, ben, vous allez aux 3 trimestres, vous allez être facturé pour 3 cours. À l'ENAP, il y a 3 trimestres. Sachez que le trimestre été est obligatoire et qu'il est intensif. Donc, la durée commence généralement fin avril jusqu'à mi-juin, donc sur 8 semaines, alors que le trimestre automne-hiver sur 15 semaines. Au niveau de la durée des études, donc sachez par exemple pour un doctorat, si vous êtes à temps plein, ben, ce sera sur 5 ans, alors que si vous êtes à temps partiel, donc ça peut aller jusqu'à 8 ans. Au niveau des frais, les droits de scolarité, voici une petite idée des prix approximatifs. Là. Donc, sachez qu'à chaque trimestre, ça peut évaluer, mais ça peut vous donner une idée donc à quoi vous attendre. Donc, si vous étudiez à temps plein ou à temps partiel. Sachez que si vous êtes un étudiant international et que vous souhaitez étudier au doctorat à temps plein, vous devez, je dirais que c'est important de bien préparer votre budget parce que ça peut aller jusqu'à 60 000 $ canadiens. Donc, c'est vraiment important que même s'il y a des bourses, différents types de bourses qui vous sont proposées, c'est important de bien calculer votre budget parce qu'on veut que vous y arrivez jusqu'à la fin. Au niveau des dépôts de candidature, donc tout se fait en ligne via notre
plateforme Adèle. Donc, vous pourrez cliquer sur le lien, là, vous y accéderez directement. Vous avez une liste de documents requis. Donc, très brièvement, il y a une lettre de motivation, il y a votre projet, il y a un CV, il y a une preuve de votre statut légal au Canada, etc. Donc, vous pourrez consulter cette liste plus importante. Sachez qu'il y a 3 périodes pour les périodes d'admission. Donc, là, au niveau du programme de troisième cycle, on est en admission continue, mais il y a des dates limites, donc très importantes à respecter. Donc, par exemple, si vous êtes intéressé, vous avez jusqu'au 1er juin pour déposer votre candidature. Donc, c'est dans 2 semaines. Comme M. Paquin l'a dit, entre guillemets, ça peut prendre plus de temps pour vous. Donc, n'attendez pas la dernière minute, sachant que vous devez trouver un directeur qui va vous encadrer. Donc, le délai peut être encore plus important. Donc, c'est important de vous y mettre, de prendre à l'avance. Et je vous dirais encore plus si vous êtes étudiant international, parce que le temps que votre dossier soit accepté à l'ENAP et que vous fassiez toutes vos démarches administratives pour avoir votre visa, votre permis d'études, etc., ça peut prendre du temps. Donc, je dirais, n'attendez pas la dernière minute si vous êtes intéressé à déposer votre demande d'admission pour un programme court ou un doctorat. On vous a parlé beaucoup des programmes qui sont offerts à l'ENAP, mais sachez que l'ENAP, c'est pas uniquement des programmes. On a plusieurs services qui vous sont offerts. Donc, on a une bibliothèque, ce qui est sur plusieurs campus, mais qui est aussi accessible en ligne, où vous allez pouvoir retrouver énormément de ressources dans le domaine de l'administration publique. Ils vous seront utiles dans vos cours, mais aussi dans votre projet de recherche. Sachez qu'on a aussi des locaux qui vous sont à votre disposition pour vos travaux de groupe, pour toute tâche dans les laboratoires informatiques. On a aussi un service aux étudiants qui sera là pour vous accueillir et vous faciliter votre intégration dans les différents programmes. On a aussi des services, des ateliers d'aide à la réussite. On a des journées carrières. On a différents ateliers, donc par exemple l'aide au placement, la préparation au stage. Là, c'est plus pour les programmes sans recherche, mais tout ce qui est stratégie d'apprentissage, etc. On a aussi tout ce qui est programme de bourse, qu'on vous a parlé, donc à l'aide financière, et on a aussi l'association étudiante qui est là aussi tout au long de vos cheminements pour répondre à vos questions. Et on a aussi tout le service académique, donc moi-même, Annabelle Paulet ou Karine Prévost-Privat, qui est là aussi pour vous aider dans le choix de cours, dans l'encadrement, etc. Donc, on arrive à la fin de la présentation. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous. On va passer à la période de questions, puis on en a déjà quelques-unes qu'on pourrait déjà répondre. Une des premières questions, c'est les cours vont-ils se faire en ligne? Donc, à partir de la session automne. Donc, sachez que pour les programmes de troisième cycle, les cours sont donnés sur plusieurs campus, donc Montréal, Gatineau et Québec. Donc, les cours vont se faire principalement en visio. Donc, je dirais les cours, oui, vont se faire en ligne, mais il a été décidé que si vous êtes inscrit dans un programme de troisième cycle, vous devez être au Québec. Donc, même si les cours sont offerts en ligne, vous devez être au Québec pour pouvoir les suivre. On a une autre question. Concernant les 2 lettres de recommandation, doivent-elles provenir de personnes spécifiques? À cet effet, avez-vous des conseils à partager afin de bien cibler ces personnes ressources? Monsieur Paquin, je vous laisse répondre à cette question. Donc, il s'agit de formulaires. Dans les lettres de recommandation, c'est à partir d'un formulaire de l'ENAP. Et oui, il faut que ce soit un enseignant ou un chercheur universitaire. On ne veut pas avoir de nouvelles de votre belle-sœur ou de votre patron dans un restaurant. Là, on a besoin de quelqu'un qui peut attester de votre capacité à entreprendre une recherche universitaire qui prend jusqu'à 5 ans de travail pour les étudiants qui sont à temps plein. Donc, c'est vos anciens professeurs d'université, vos anciens chargés de cours ou des gens qui sont capables d'attester de vos capacités en matière de recherche universitaire. Merci beaucoup. Autre question pour vous. Donc, les sujets doivent-ils impérativement porter sur des questions intéressant le Québec ou peut-on envisager en tant qu'étudiant international des thématiques intéressant nos administrations nationales? Oui, vous pouvez faire des sujets internationaux. La principale limite que nous allons avoir, c'est la capacité de vous encadrer. Donc, si vous travaillez sur des sujets très spécifiques sur un pays en particulier, si on n'a pas de spécialistes qui vont être capables de vous encadrer,
Ça va être ça la limite de notre acceptation de votre sujet. Si vous travaillez dans le domaine des ressources humaines, réforme des ressources humaines au Sénégal, on a des spécialistes des ressources humaines, peut-être qu'ils vont être capables de vous aider. Mais si vous travaillez sur la gouvernance locale et le développement agricole au Sénégal, là, je sais qu'on n'a pas de spécialistes. Donc, je peux vous dire tout de suite que ça serait non. Donc, cherchez à avoir un sujet qui peut avoir une résonance pour un professeur de l'ENAP. D'ailleurs, je vous suggère aussi de faire une analyse comparative entre au moins 2 pays. Comme ça ouvre les champs pour vous trouver plus facilement quelqu'un pour vous encadrer. Sinon, il est aussi possible d'avoir des co-directeurs. Si, par exemple, vous travaillez sur un enjeu qui touche très spécifiquement l'Afrique, comme l'éducation au Cameroun, puis on n'a pas de spécialiste de l'éducation à l'ENAP et encore moins d'éducation au Cameroun, si vous connaissez un professeur qui est spécialiste sur place, il peut devenir votre co-directeur de thèse avec un professeur de l'ENAP. D'accord. Merci. Peut-on fournir des références professionnelles pour les étudiants qui ont une maîtrise en cours? Pour les lettres de recommandation, c'est possible, mais ce n'est pas idéal. C'est-à-dire que ça ne nuira pas à votre dossier, mais vous avez intérêt à avoir un très bon projet de recherche parce que le problème, c'est que nous, on regarde la qualité de votre projet de recherche. Souvent, les gens n'ont pas d'expérience pour faire un projet de recherche de ce genre et là, on se fie aux lettres de recommandation des professeurs pour voir si la personne est capable de s'améliorer et de devenir plus performante dans le domaine de la recherche. Si le projet de recherche est ordinaire, que les lettres sont de non-spécialistes, même si votre moyenne est bonne, ça se peut que ce soit non. Dans ce cas-là, il est possible qu'on vous propose de vous inscrire au programme de 3e cycle de l'ENAP, le temps que vous fassiez vous développiez une habitude ou une spécialité suffisamment forte pour présenter un vrai projet de recherche. Parfait. Merci beaucoup. Autre question. Y a-t-il une durée limite pour les sujets déjà proposés par les professeurs? En fait, les professeurs, lorsque le sujet n'est plus à l'ordre du jour, l'échangent eux-mêmes, donc il n'y a pas de durée limite. Les projets de recherche que la plupart des professeurs font sont sur plusieurs années de toute façon, ce qui fait que normalement, non. Les sujets qu'on vous a présentés aujourd'hui et les sujets qui sont sur le site web de l'ENAP sont relativement à jour. D'ailleurs, vous pouvez surveiller le site web. Il y a plusieurs professeurs qui viennent obtenir des subventions de recherche dans les dernières semaines. Et donc, on peut anticiper qu'ils vont faire des modifications au site Internet de l'ENAP. Oui, ben je confirme, on en a reçu la semaine dernière. Donc, dès qu'on a un nouveau projet de recherche, il est mis sur notre site Internet. Et donc, n'hésitez pas, je veux dire, à le consulter là, régulièrement parce que il y a ces genres d'offres. Autre question, peut-on suivre des cours à partir d'Ottawa? Je vous dirais, c'est pas Ottawa, ce sera plus Gatineau. Notre campus est basé à Gatineau. Donc, oui, c'est possible d'aller sur place, là, suivre des cours. Donc, on est actuellement dans les locaux de l'UQO. J'aurais des questions. Oups, excusez-moi, M. Paquin, allez-y. Mais ça pour dire, c'est que le programme doctorat de l'ENAP est ouvert sur 3 campus, celui de Québec, de Montréal et de Gatineau. Donc, vous pouvez effectivement vous inscrire à partir d'un des 3 campus de référence. En raison de la pandémie, on a beaucoup développé les cours à distance aussi. Donc, il est fort probable que vous allez pouvoir suivre les cours de chez vous à partir de l'automne prochain. Mais ça sera confirmé en temps et lieu, mais normalement, c'est beaucoup plus facile pour les étudiants de suivre le cours de chez eux que d'aller sur un campus, suivre le cours, surtout si le professeur se trouve sur un autre campus. Là. Donc, normalement, oui, vous allez pouvoir suivre les cours de chez vous. OK. Question, pour le programme de 3e cycle court, peut-on aussi proposer un sujet de recherche? Pour le programme court? Oui. Exactement. Il faut présenter un projet de recherche. Là. Le projet est un peu plus court que ce qu'on fait normalement. C'est autour de 2 pages plutôt que 3. C'est beaucoup plus facile aussi. Oui, il y a un projet qui se fait à la fin du programme de 3e cycle. Je vais revenir. Oui, bon, moi j'étais. Oui. Pour un étudiant québécois, quels sont les avantages comparatifs de l'ENAP par rapport à HEC Montréal? Bien, il y en a plusieurs. En fait, c'est que l'ENAP est spécialisée uniquement sur l'administration publique, alors qu'HEC, c'est l'administration en général, mais surtout dans le secteur privé.
Donc, en fait, c'est dépend de votre sujet de recherche. Par exemple, si vous vous intéressez aux négociations internationales dans le domaine commercial, il n'y a pas ça au HEC. Si vous vous intéressez aux organismes centraux du gouvernement du Québec, il n'y a pas ça au HEC. C'est un cours sur les politiques publiques dans le domaine social. Il n'y a pas ça non plus au HEC. Donc, le point de vue est vraiment différent. Les HEC, c'est le point de vue des acteurs du marché, alors que l'ENAP, c'est le point de vue des acteurs du gouvernement et donc du public et du parapublic. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, c'est que nos cours de doctorat du troisième cycle sont uniquement pour des étudiants en thèse. Il n'y a pas de mélange entre les étudiants deuxième cycle et troisième cycle. Ensuite, l'université de l'ENAP est plus petite. Alors, ça dépend de vous. Voulez-vous travailler dans une très grande institution où il y a énormément d'étudiants et beaucoup de professeurs ou dans un milieu plus petit où les gens travaillent plus en équipe? Ça dépend de vos domaines d'intérêt. Et dans le fond, je dirais que ce qui vous devrait présider votre choix, c'est surtout votre sujet de thèse. Si vous avez un sujet qui cadre bien avec un chercheur des HEC qui est déjà un professeur confirmé avec une chaire de recherche, par exemple, évidemment que je vous suggérerais d'y aller. À l'inverse, si vous voulez travailler avec quelqu'un qui a un sujet plus proche de l'ENAP, qui a son centre de recherche, qui est déjà reconnu dans son domaine, évidemment, dans ce cas-là, je vous suggérerais d'aller à l'ENAP. Dans les deux cas, c'est des très bonnes institutions, il n'y a pas de souci. Là. Oui, puis je dirais aussi la grande différence, c'est que HEC va plus cibler des projets d'organismes privés, alors que l'ENAP, on est vraiment plus dans la dynamique des sujets plus publics. Donc, ça peut être aussi la différence. Excuse-moi, Annabelle, oui. je voudrais juste prendre la parole quelques instants. Il y avait quand même plusieurs questions aussi dans la section clavardage que j'avais notées au cours de la présentation. Alors, nous avons une question aussi, si c'est possible, de préciser un peu concernant le cheminement académique d'un étudiant au niveau soit du programme de troisième cycle ou même du doctorat. Conciliation, travail, études, famille. Donc, quelqu'un demande, donc, est-ce que c'est possible aussi et réaliste de faire ces programmes-là tout en travaillant? Monsieur Paquin, vous qui enseignez ces cours, vous le savez. La plupart moi, je dirige 6 étudiants au doctorat, la plupart travaillent à temps plein. Donc, ça se fait. Sauf que quand vous voulez faire un doctorat tout en travaillant, normalement, vous allez faire sur une période un peu plus longue. On vous donne jusqu'à 8 ans pour faire votre doctorat plutôt que les 5 normales pour un programme de doctorat classique, pour quelqu'un qui est à temps plein. Et l'autre chose, c'est que vous devez être relativement discipliné et bien planifier vos sessions parce qu'il y a un certain nombre d'exercices qui viennent avec le doctorat qui nécessitent que vous ayez du temps. Par exemple, quand vous allez faire votre examen doctoral, vous avez besoin de 10 jours de congé pour pouvoir rédiger votre examen doctoral à la maison. Alors ça, c'est important de le voir. Un des avantages qu'il y a à l'ENAP, c'est qu'on accepte ce qu'on appelle la thèse par article. Une thèse par article, c'est que plutôt que faire une thèse classique qui ressemble à un gros livre de 300 pages, on vous permet de faire une thèse par article. Donc, c'est qu'à une thèse par article, c'est 3 articles que vous allez publier dans des revues savantes, un à la fois. Donc, vous pouvez, par exemple, prendre 4 ou 5 semaines de congé de votre travail pour rédiger un article ou sinon travailler le soir et la fin de semaine, là, comme vous voulez, et faire 3 mini-projets. Ensuite, rassembler les 3 articles dans un document et faire une conclusion d'une 20aine de pages qui explique en quoi vos 3 articles ont contribué à la recherche. De telle façon à ce que ça soit plus facile de concilier vos études doctorales et la recherche. Quand vous faites une thèse par article, ça vous permet d'être moins absorbé par une trop grosse thèse. Parfois, écrire un document de 300 pages, c'est une marche un peu trop haute à monter. Donc, la thèse par article permet de le faire comme ça. Moi, j'ai plusieurs étudiants à temps plein qui ont terminé leurs études doctorales. J'en ai même une qui est devenue professeure à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est possible à faire, mais je ne vous cacherai pas que c'est exigeant. Parfait. J'aurais une autre question. Une co-tutelle, excusez-moi, est-elle envisageable entre l'ENAP et l'Université parisienne? Si oui, quelles sont les conditions? Oui, ça, il y a beaucoup de précédents et c'est très facile à faire. Donc, les conditions, je ne peux pas vous les dire d'avance parce que c'est négocié. Alors, c'est une fois que vous vous inscrivez à l'ENAP au doctorat et que vous nous faites savoir que vous voulez faire une co-tutelle et que vous avez identifié une université française, nous, on va faire
une négociation avec cette université. On va faire comme un contrat sur qu'est-ce qui vous sera demandé pour obtenir votre doctorat. Donc, vous savez qu'une co-tutelle, là, j'explique pour ceux qui ne le savent pas, c'est que ça fait en sorte que vous allez obtenir 2 doctorats différents. Un de l'Université du Québec, un doctorat de l'ENAP et un de l'Université française avec qui on fait une co-tutelle. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire qu'à l'ENAP, par exemple, on a une scolarité qui, en termes de cours, est généralement beaucoup plus élevée que ce qu'on trouve en France. Il arrive qu'en France, il n'y a aucun cours dans une scolarité, alors que nous, on en demande 7. Puis, en France, parfois, les thèses font plus de 600 pages, alors que nous, on est prêt à accepter une thèse de 250 pages. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on négocie avec l'université française, puis on s'entend sur qu'est-ce que doit faire l'étudiant, combien de cours il doit suivre, combien de pages il doit faire pour la thèse. Et une fois que l'étudiant réussit, ce qui est écrit dans le contrat, ben, les 2 universités vont lui délivrer un diplôme. Et dans un contexte comme celui-là, il y a seulement une soutenance qui réunit les 2 universités. Comme je disais, il y a des précédents à l'ENAP. Je ne vous cacherai pas que c'est un peu plus compliqué pour l'étudiant. Généralement, la scolarité est un peu plus lourde, mais ça donne 2 doctorats. Et donc, ça peut valoir la peine pour ceux qui veulent aller travailler en Europe ou juste même étudier en partie en Europe. Merci beaucoup. Autre question, est-ce qu'il existe une possibilité de passage accéléré, la maîtrise versus le doctorat? Oui, c'est possible. Si vous êtes inscrit à la maîtrise à l'ENAP puis vous avez ou dans une autre université, que vous avez une très bonne moyenne et que vous avez quelqu'un à l'ENAP qui appuie cette idée, vous pouvez faire une demande de passage accéléré au doctorat. Il y a des précédents. Là, juste cet hiver, j'avais une étudiante qui arrivait directement de l'Université de Montréal à la maîtrise en criminologie, qui est venue faire un doctorat à l'ENAP, qui est passé par le passage accéléré sans avoir fait son projet de thèse, sans avoir fait sa thèse, son mémoire, pardon. Donc oui, c'est possible. Catherine, d'autres questions pour nous? Oui, ce ne sera pas bien long, excusez-moi. Donc, tout simplement, repréciser là, pour les participants qui voudraient faire un doctorat, un programme vraiment régulier suivi rigoureusement prend combien de temps versus un autre, par exemple, à temps partiel ou donc, justement, on peut en parler tout à l'heure, de conciliation travail-études-famille, tout simplement un peu au niveau du temps. Écoutez, je peux vous donner la durée des études normales prévues. C'est 5 ans pour le doctorat à temps complet et 8 ans pour le temps partiel. Dans les faits, j'ai déjà eu une étudiante qui était sous ma direction qui a fait son doctorat en un peu moins de 3 ans. Et j'en ai vu d'autres le faire en 9 ans pour un doctorat à temps plein. Donc, c'est très variable d'un étudiant à l'autre. Si vous avez une bonne discipline de travail, que vous travaillez à tous les jours et vous commencez à rédiger votre thèse même pendant que vous êtes dans la période de scolarité, vous allez pouvoir faire en sorte de le rédiger très rapidement. Puis 2 ans et demi, 3 ans, c'est jouable. Si vous prenez plus de temps, vous participez à des colloques étrangers, vous travaillez pour beaucoup de professeurs, que vous développez plein de projets de recherche, là, ça va vous prendre plus de temps. Une thèse de doctorat prend, si vous rédigez à temps plein, au moins 6 mois. 6 mois de rédaction à 6-7 heures par jour. Mais donc, ça se fait. Ça se fait en moins de 5 ans, mais globalement, on sait que la moyenne est autour de 5 ans. Pour ceux qui sont à temps plein. Merci beaucoup pour la précision. Donc, de mon côté, l'ensemble des questions ont été répondues. Merci beaucoup. D'accord. Donc, on revient dans la section questions et réponses. Est-ce possible de changer de directeur de recherche après soumission à la bourse d'inscription et d'acceptation du projet par le comité de sélection? Puis-je conserver le même sujet avec un autre directeur de recherche? Oui, tout est possible. Il faut qu'un autre professeur vous accepte. Mais oui, c'est possible. Il y a des précédents. Là. Si vous n'avez pas d'affinité avec votre directeur de thèse ou que vous avez des approches complètement irréconciliables du point de vue épistémologique, théorique ou méthodologique, vous pouvez faire une demande pour changer. Parfois, ça aide là, pour faire débloquer certains enjeux. Mais donc, oui, c'est possible. Et oui, vous allez conserver votre bourse. La bourse n'est pas conditionnelle. En fait, elle est conditionnelle à ce que vous soyez inscrit à temps plein. Mais elle n'est pas conditionnelle à ce que
vous vous entendiez bien avec votre directeur de thèse. Oui, je confirme, c'est vraiment que vous soyez inscrit à temps plein et que vous gardiez une moyenne au-dessus de 3,3. Donc, non, il n'y a pas d'impact par rapport à la bourse. Autre question, je pense que ça sera l'avant-dernière. Peut-on entreprendre un autre doctorat dans une autre université concomitamment avec celle de l'ENAP? OK. Mais je vous demande pourquoi. Ça serait une très mauvaise idée, mais vous êtes libre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez faire 2 doctorats en même temps, il n'y a pas de problème. Donc, dernière question pour aujourd'hui. Merci pour l'exhaustivité de votre présentation. S'agissant d'un projet de recherche relatif à un cas d'un pays international, le cas empirique pourrait-il représenter une entrave, notamment pour les déplacements éventuels? Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Là, mettons que vous voulez travailler sur le Chili à partir de Montréal, puis vous avez des entrevues à faire. Vous allez devoir payer votre billet d'avion, puis votre séjour là-bas pour aller faire vos entrevues. Si c'est ça la question, oui, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus compliqué. Mais je ne vois pas pourquoi ça serait une entrave. Moi, je travaille sur les États-Unis, la France, les pays scandinaves, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne. J'y vais et c'est pas plus compliqué que ça. Parfait. Ben, merci beaucoup pour cette dernière réponse à cette dernière question. Donc, nous arrivons à la fin de cette présentation sur notre programme court et doctorat. Donc, si vous avez d'autres questions dans les prochains jours, n'hésitez pas à communiquer avec nous via formation-recherche@enap.ca ou études@enap.ca. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup et nous vous souhaitons une très bonne journée et nous espérons vous voir parmi nos futurs étudiants à l'ENAP dans les prochains trimestres. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Au revoir.